Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de nous retrouver sur Immédiat Politique, sur la page YouTube Immédiat Politique, pour notre rubrique L'invité. On est très très heureux aujourd'hui d'accueillir Laurent Constantin. Bonjour Laurent Constantin. Bonjour Frédéric Duval. Alors les Lyonnais vous connaissent bien, mais comme on a une dimension nationale, je vais rappeler un petit peu que vous êtes connu parce que vous êtes un serial entrepreneur, comme on dit. Vous avez créé un certain nombre d'entreprises. Vous êtes aujourd'hui patron d'une agence web importante sur la place lyonnaise. Vous avez, d'ailleurs, c'est un bon moyen de saluer aussi cette initiative, était à l'origine, il y a quelques années, de l'invention du sac à sapin, c'est ça, pour handicap international à l'époque. Et donc, c'est le bon moment pour aller acheter ces sacs à sapin, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais il faut y penser. Vous nous raconterez l'histoire peut-être tout à l'heure. Et vous êtes aussi, et c'est peut-être à ce titre qu'on est heureux de vous accueillir, vous avez été président de TLM, la radio locale lyonnaise, et la télé. Métropolitaine. Vous avez dit radio, la télé De radio, locale. pardon. Autant pour moi, oui, bien sûr, la télé, la télé lyonnaise, et qui est devenue BFM Lyon il y a un peu plus d'un an. Et c'était aussi ce parcours, cette histoire, cette construction, ce regard que vous avez sur l'avenir de la presse, ce que c'est qu'une web télé aujourd'hui, etc. La transformation digitale, évidemment, que ça implique. Voilà, c'est tous ces sujets qu'on avait envie de voir avec vous. Donc, merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas par quoi on peut commencer, peut-être, puisqu'on l'évoquait rapidement, ce souvenir qui doit être un bon souvenir de la naissance du sac à sapin quand vous étiez jeune, en train de faire votre service militaire, je crois, pour Handicap International. C'est ça l'histoire. C'est l'occasion de les saluer, de dire combien il faut le faire. Vous dévoilez tout et vous me ramenez 25 ans en arrière. Donc oui, en sortie d'école de commerce, je fais un service long chez Handicap International de 2 ans. À l'époque, Handicap International fait sa collecte de fonds sur le privé essentiellement par du marketing direct, donc des courriers qu'on envoie chez les Français. Je crois qu'à l'époque, on devait être sur 15 millions d'enveloppes par an envoyées pour récupérer un don de 20 € en moyenne. Et l'un des fondateurs de Handicap International, qui est bien connu à Lyon, qui est le docteur Jean-Baptiste Richardier, et qui s'occupait particulièrement de la collecte de fonds privés, se disait, au-delà d'être médecin, cet homme-là est un homme de communication, c'est évident, il a un sens de la perception qui est important. Et il a décidé de s'autoriser à diversifier la collecte de fonds. Et c'est comme ça qu'est arrivée finalement l'opportunité du sac à sapin. Je suis le premier école de commerce à être recruté chez Handicap International. Je devais être probablement le premier jeune homme qui parfois était en costume cravate au sein des couloirs d'Handicap International. Et je le dis avec beaucoup d'amitié au milieu de quelques Indiens en tongs. Mais c'est avec beaucoup d'amitié que je le dis parce que je suis toujours très très proche aujourd'hui d'Handicap International. Et l'aventure a commencé comme cela, c'est devenu un succès. En 1996, le sac à sapin reçoit un prix qui est un prix, c'est un symbole, ça n'a pas plus de valeur, mais c'est important quand même puisqu'on le reçoit à Londres et c'est le produit le mieux marketé en Europe. Et on était le seul produit d'une association, évidemment, face à des grands groupes que vous connaissez, Cadbury Schweppes, Coca-Cola, etc. Mais nos budgets n'étaient évidemment pas les mêmes. Le budget du sac à sapin, c'était c'était du temps homme et de la transpiration, c'était pas un budget monétaire, puisque l'équipe que j'ai constituée, on est assez vite monté à 10 ou 12 salariés et on faisait travailler une centaine de personnes en dehors de Handicap International, puisque le sac à sapin, c'est un produit, et si c'est un produit, il faut le fabriquer, le transporter, le marketer, etc. Aujourd'hui, je crois que c'est 6000 points de vente qui le vendent en France, c'est plus de 600 000 unités par an. Ça génère plusieurs millions pour Handicap International chaque année. Et sont nés à la suite de ça la collerette à sapin. Et puis un autre produit dont je suis très fier parce que j'en suis un peu aussi avec l'équipe évidemment à l'origine, qui est le kit Clio qu'on vend en septembre. Et là, c'est un inventeur qui est venu nous présenter le produit et qui voulait faire un partenariat de marque avec Handicap International. Et je lui ai proposé à l'époque de faire l'inverse, c'est que mon équipe prenne 100% le produit en main et lui reverse une royalties, ce qui est normal. Et aujourd'hui, ce kit Clio, 20 ans plus tard, est toujours un produit d'appel. Et il s'en vend, je crois, plus de 400 000 unités. C'est remarquable. Je vous fais une réponse trop longue, mais Non, mais c'est très bien. Moi, je qui est trouve que passionnant. je sais que vous êtes à la fois passionnant, engagé et passionné. Et ce que j'explique souvent, c'est que le format de cette émission, il est aussi de pouvoir converser, d'échanger, d'écouter, de prendre un peu le temps d'entendre. Et donc, c'était un bon moyen de faire un coucou aux bénévoles d'Handicap International et puis de rappeler que
bientôt, à cette période de Noël, on sait quoi faire. Je disais que vous êtes un expert et un spécialiste des enjeux et des questions digitales, puisque vous êtes au cœur avec une agence web qui travaille sur la transformation digitale pour des entreprises, des marques, etc. Et puis, avec cette aventure, ou au cours de cette aventure, il y a quelques années, ça m'intéresserait de retrouver un petit peu l'historique. Vous vous êtes retrouvé à prendre la présidence d'une télé donc, qui est bien connue à Lyon, mais qui allait un peu plus largement que ça, qui s'appelle TLM et qui est devenue depuis BFM Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel était l'enjeu? Est-ce que c'est encore une histoire de rencontre ou d'inspiration? Comment ça a commencé cette histoire? Alors, c'est toujours une histoire de rencontre. Handicap International, c'est l'histoire d'une rencontre avec un homme qui décide de me recruter. TLM, c'est pareil. Alors, TLM, j'étais déjà depuis 2008 annonceur de TLM. J'avais fait un choix très osé pour l'agence que je dirige, Acti. Tous mes confrères faisaient de la publicité classique dans des journaux professionnels connus à Lyon ou en France, stratégie intermédiaire, publicité. Et je fais le choix, moi, en 2008, de faire 2 ou 3 années de suite mes campagnes publicitaires sur TLM en télévision. Donc TLM est une télévision grand public, hein, pas du tout B2B, etc. TLM, on le sait, 26 ans d'existence en 2014, 26 ans de pertes cumulées, hein, pas un seul exercice bénéficiaire. Ce qui fait qu'en 2010, le groupe Le Progrès qui l'avait racheté décide de s'en séparer. Jean-Michel Aulas est sur les starting blocks pour reprendre la chaîne. Et en fait, un des salariés historiques, qui est un journaliste économique, décide de monter une contre-offre en proposant à des entrepreneurs lyonnais de s'associer à lui. C'est cette solution qui sera retenue pour la vente, pour la cession. En 2014, je m'en explique avec l'un des actionnaires importants de TLM, qui est Jacques Gaillard, qui est un industriel. On se rencontre, ça prend un peu de temps, on se rencontre. On devait dîner justement jusqu'à 21h30 et on sort du restaurant à 2h du matin. Donc on considère qu'on a eu beaucoup de choses à échanger, on n'a pas vu le temps passer. Et la conséquence de ça, c'est qu'on décide de faire un audit financier de cette chaîne, courant été de mémoire, ou septembre-octobre 2014. L'audit qui est fait est un audit fait sérieusement, en indépendance. Hein, c'est-à-dire que quand on passe la commande à celui qui va faire l'audit, on ne dit pas on aimerait lire ça dans le rapport, ce qui est souvent le cas quand on fait appel à un consultant extérieur. Et le rapport est intéressant, il dit 2 choses, il dit 3 choses. Il dit qu'il faut digitaliser cette chaîne de manière accélérée. Il dit qu'il faut mettre à la tête de cette chaîne un gestionnaire. Et il dit que potentiellement, peut-être ça peut passer en trésorerie sur l'année 2015. Passer en trésorerie, ça n'était pas anecdotique, hein, parce que les actionnaires ont largement financé de 2011 à 2014 cette chaîne. Plusieurs millions d'euros ont été engloutis. Et au final, Jacques Gaillard était en duo avec Roland Chéniaud, le fondateur de Toupargel, et Roland et Jacques me disent, Laurent, quand on lit le rapport, digitaliser était le seul des actionnaires à connaître ce secteur, puisque Bruno Rousset, c'est un professionnel de l'assurance, Tony Parker, c'est un professionnel du basket, Marion Bartoli, c'est une professionnelle du tennis. Bon, ça, c'est les 2 sportifs qu'on avait au conseil d'administration, mais pour les autres, ce sont que des entrepreneurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais Mérieux et les autres sont tous connus. J'avais probablement le plus beau conseil d'administration de la place lyonnaise. Et Jacques et Roland se retournent vers moi et me disent, Laurent, c'est soit tu prends la présidence, soit on arrête. Bon, là, j'ai pas eu de doute. En revanche, j'ai demandé quelques cadres de jeu. Et une fois que ce cadre de jeu a été validé, notamment un point me semblait sensible, c'est que je voulais aller dans cette aventure avec 2 garde-fous. Le premier, c'est que je voulais pas être rémunéré. Et ça, moi, je sais que je suis entrepreneur et si demain quelqu'un vient me vendre un projet en disant je veux pas être payé, je sais que je ne soutiendrai pas ce projet parce que quand on n'est pas payé, on s'essouffle un jour ou l'autre. Le bénévolat, c'est bien, mais ça tient pas toute une vie. Hein. Il faut bien que chacun se nourrisse, paye son loyer, etc. Donc, je me suis dit, tu vas aller devant 15 patrons pour leur dire je veux pas être payé. Donc, ils vont pas vraiment croire à ta motivation. Bon, mais j'ai su leur expliquer pourquoi. Puis le deuxième cadre, c'était de dire, OK, vous allez m'élire à la présidence, probablement, au prochain conseil. Je vais être élu pour un mandat de 5 ans, mais moi, je veux un droit de retrait au bout de 3 mois. C'est-à-dire que les 3 premiers mois de 2015, si fin mars, je sens pas l'affaire, je vous dirais que je sens pas l'affaire et qu'il faut peut-être céder pour 1 euro symbolique.
mais il faudra pas me répondre, non, non, mais Laurent, tu as élu 5 ans, débrouille-toi, fais le job. Voilà. Donc, ça a été évidemment accepté et j'ai été élu fin novembre ou début décembre par le conseil et ça a été tenu secret jusqu'à la soirée qui s'est passée dans les salons de l'hôtel de ville où on fêtait les 25 ans de TLM et beaucoup de mes amis ne savaient pas pourquoi j'étais là. Ils se disaient, tiens, bizarre, Laurent est là. Et puis, évidemment, au cours du discours, le maire de Lyon prend la parole et ensuite, Gilles Moreton, qui était le président de l'époque, fait un discours et Jean-Pierre Vacher fait le sien et me passe la parole et il est annoncé que je suis en fait le nouveau PDG depuis quelques jours et j'annonce la feuille de route qui se résumera en un seul objectif, être rentable, être rentable, être rentable. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça c'est l'histoire. Il y a quelques années, puisque vous allez rester quelques années, remettre la chaîne à flot, euh, au-delà des considérations de gestion, de remise en place, etc., qui sont intéressantes en termes managériels et techniques. Sur le fond, la question qui peut être intéressante aujourd'hui, c'est, vous évoquiez le maire de Lyon, un certain nombre d'intervenants, d'interlocuteurs, une chaîne locale dans son écosystème, c'est est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui? Parce que bon, ça a été vendu à BFM, est-ce qu'il y a de la place encore aujourd'hui? Est-ce que la presse, j'allais dire, est-ce qu'une télé, ça peut être rentable? Qu'est-ce qu'il y a comme business model derrière et qu'est-ce qu'il y a comme évolution nécessaire? Vous parlez de digitaliser. Vers quoi on se tourne aujourd'hui si on disait, bah, d'abord, quel est le paysage des télévisions locales? Parce que moi, j'ai l'impression que la plupart, elles perdent de l'argent. Donc, comment on imagine qu'on peut s'en sortir et aller vers de la presse rentable, entre guillemets, sur le digital et sur le net? Il faut savoir qu'il y a environ 40 chaînes locales en France. Aucune n'est comparable. TLM avait la chance d'être dans une grande ville. Hein. Lyon, c'est la deuxième ville de France, ou on va dire la troisième si on veut se mettre après Marseille. Mais pour moi, c'est la deuxième. Euh, ces 40 chaînes locales sont plus ou moins rentables et en fait quasiment pas rentables parce que la moyenne d'argent public dans une chaîne locale, c'est 60% du chiffre d'affaires. Chez TLM, on avait fait baisser ce taux à 30%, c'était une volonté délibérée pour, comme nous étions une entreprise privée, pour bien mettre au centre de nos réflexions le client, celui qui paye. Et le client, c'est l'annonceur. Alors une chaîne locale, j'essaye de checker toutes les questions. Est-ce qu'une chaîne locale, ça peut être rentable? La réponse est oui, puisque si pendant 26 ans, TLM a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, sous ma présidence, les 4 années de ma présidence ont généré une rentabilité à 2 chiffres, net après impôt supérieure à 10%, ce qui est une très bonne rentabilité. On était probablement la plus rentable de France. Donc c'est faisable puisqu'on l'a fait sans licenciement, sans casser le jouet, dans le respect des personnes et de l'histoire de cette chaîne. Simplement, on y a impulsé une gestion saine, une bonne gestion des charges, une intelligence dans la production, on pourrait en parler, et puis une vraie intelligence commerciale. Ça, c'est Jacques Gaillard qui a apporté cette intelligence-là. Voilà. Et puis ensuite, quand vous faites une chaîne de télévision, il faut savoir pour qui vous la faites. Et si je veux être un peu corrosif, on la fait pas pour les journalistes. Donc on la fait pour ceux qui vont regarder. Et quand vous êtes une chaîne locale, qu'est-ce qu'on vient regarder? Ben, on vient regarder ce qui est au pied de son immeuble. Donc quel sport se passe-t-il au pied de cet immeuble? Quelle actualité, quelle culture tout court, etc. Voilà. Donc pendant 4 ans, on a fait une grille des programmes qui était très tournée sur la culture, l'économie, le sport et l'actualité. Notre et seul le local. J'allais dire, l'impression que le local, l'hyper local, l'hyper proximité, c'est devenu le principal enjeu. Ben, c'est la clé, si vous voulez. C'est un bon positionnement marketing, c'est d'être différent de son confrère. Et si vous voulez, si les médias nationaux et internationaux sont en vogue, alors plus ils sont forts, plus ça donne une chance à un média local d'exister. Et plus vous allez mondialiser les esprits, plus vous allez vers le consommateur unique et tout le monde achète le même t-shirt de partout dans le monde, plus la personne qui vous regarde a besoin de se rattacher à un t-shirt qu'elle pourra acheter dans le quartier qui sera fabriqué par une fille qui s'appelle Oléane et qui est créatrice, etc. Voilà. Et ça, c'est très, très fort. Et plus vous générez du stress, plus les médias nationaux sont vendeurs de stress ou proposent du stress, plus vous, en local, vous allez aller sur une ligne éditoriale qui est positive, souriante, mettre en valeur les initiatives locales. Voilà. Et ça, pour moi, c'était important parce que vous posiez la question pourquoi TLM, etc. J'y suis allé comme un acte citoyen. Et si vous voulez, en chaîne locale, qu'avons-nous à Lyon? France 3,
ou rien d'autre. Bon, eh bien, France 3 ou TLM. Et moi, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir qu'une télévision d'État, puisque France 3 est une télévision d'État. Et donc, je souhaitais qu'il y ait quand même une télévision indépendante. Et en l'occurrence, c'était TLM. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire 4 ans de bénévolat pour redresser cette télévision et avec une vision très stratégique avec nos actionnaires. On savait que nous n'étions pas les professionnels. Moi, je n'ai jamais fait de télévision de ma vie. Roland Chéniaud, si vous lui parlez de la chaîne de distribution du froid, il est très très bon. Vendre des surgelés, il sait faire. Bon, mais nous n'avions jamais fait de télévision. Et donc, l'idée, c'était de reconstruire TLM, la rendre désirable, et ensuite passer le relais à des gens dont c'est le métier. Et en 4 ans, on en a rencontré quelques-uns, et ceux avec qui on a eu le feeling le plus fort et une vision industrielle commune, puisque si vous voulez une pérennité, il faut une vision industrielle. Et en l'occurrence, c'était les personnes de BFM. Ce qui explique que maintenant, dans le paysage médiatique lyonnais, il y a France 3, BFM Lyon et Immédiat Politique qui demande qu'à grandir encore, mais qui va faire le maximum. Alors, vous disiez aussi… On pourrait en parler en stratégie, comment faire grandir Immédiat. Ouais. L'une des clés qu'on a… Vous voyez, pourquoi BFM dans nos choix? D'abord, il faut savoir qu'en France, vous avez 40 chaînes locales, mais que vous avez 2 à 3 syndicats professionnels pour les représenter. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi pendant 2-3 ans, on n'avait pas qu'un seul syndicat. Par exemple, les radios indépendantes n'ont qu'un seul syndicat pour les représenter et elles sont beaucoup plus puissantes. Bon, malheureusement, c'est une histoire je pense, de chapelle et d'ego personnel, etc. C'est comme ça. Et moi, j'avais pas le souhait en plus de TLM, de vouloir devenir président d'un syndicat qui réunifierait toute la profession. Bon. L'avantage d'un BFM, c'est que leur vision industrielle, c'est de créer très très vite un maillage national. Donc vous avez BFM Lyon, mais vous savez que vous avez aussi un BFM à Toulouse. Vous savez qu'ils viennent d'ouvrir 2 BFM à Lille, Lille et Grand Littoral, et ils viennent d'annoncer l'ouverture de BFM à Gap. Et assez rapidement, vous aurez une vingtaine sur les 40 télé locales, vous en aurez bientôt 20 qui seront aux couleurs de BFM. Bon, la force de ça, c'est que quand vous allez voir l'annonceur, eh bien vous lui dites, demain tu vas pouvoir faire une communication très localisée sur 20 villes. Et là, ça l'intéresse parce que s'il s'appelle Système U, Intermarché ou autre, réfléchir pour 20 villes d'un coup, c'est intéressant, mais mettre un budget que sur Lyon, ça n'est pas intéressant. Parce qu'il n'a pas le temps, sinon ça veut dire qu'il faudrait qu'il rencontre 40 patrons de télé pour faire un petit plan média. Voilà. Donc, après, la force d'un BFM, on a aussi accepté leur offre parce que c'était un professionnel, il savait faire de la télévision, il savait la réinventer, c'est-à-dire qu'avec Jean-Baptiste Juzo, qui a été mon bras droit dans cette aventure, un gars incroyable, il a passé 2 ans et demi à négocier un partenariat avec Orange afin de pouvoir fournir un système de caméra via l'iPhone, etc., tel que BFM le fait depuis toujours. Il faut savoir que France 3 Rhône-Alpes vient de faire un communiqué de presse il y a 10 jours pour annoncer avec grande fierté que ça y est, il passait à cet outil-là. Ça vous donne un peu le décalage culturel. Le décalage d'initiative, d'entrepreneuriat, etc. Voilà. Ben chez BFM, il l'avait déjà, ça, et depuis très longtemps. Et ensuite, BFM appartient à un groupe qui est le groupe Altis, Patrick Drahi. Et l'avantage, c'est que dès qu'ils allaient prendre l'antenne, ils allaient pouvoir le dire à la totalité de leurs abonnés, SFR, à la totalité de l'audience qui regarde BFM en national tous les jours, et puis à la totalité des gens qui lisent l'Express, enfin bref, ou qui écoutent les radios dans lesquelles ils sont actionnaires. Bon, ça, c'était impossible pour moi en tant que PDG de TLM. Si j'avais dû faire des plans de communication, je n'en avais pas les budgets. Là, BFM, ils avaient la compétence de production et ils avaient le rouleau compresseur de communication pour faire savoir qu'il y avait enfin une chaîne locale très puissante. Alors c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, et c'est pour ça sans doute que ça a marché, mais en plaisantant à moitié, mais pas totalement, qu'une chaîne, c'était pas fait pour les journalistes, mais pour le public. Et je dirais même, une chaîne locale, c'est surtout pas fait pour les politiques. Or souvent, visiblement, et votre regard m'intéresse, mais la difficulté, c'est parfois aussi la compréhension qu'en ont les élus, les attentes des élus, les besoins des élus, les subventions des uns des autres, avec qui on se fâche pas. Comment on gère le microcosme politique quand on a une télé locale? Alors à Lyon, je dois dire qu'en 4 ans, ça s'est géré très très bien. J'ai jamais eu de pression, j'ai jamais eu un appel désagréable ou un appel d'influence. Jamais, vraiment jamais. Donc ça, je dois dire, c'est remarquable. Ça veut dire qu'on a à Lyon, en tout cas,
des hommes politiques qui sont droits enfin qui ont une éthique. Ça, c'est bien. Après, moi, j'ai fait un rééquilibrage, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2014 et que je regarde un peu qui passe à l'antenne, j'avais trouvé qu'il y avait une couleur qui passait un peu plus qu'une autre. Bon, donc, en l'occurrence, Jean-Baptiste Juzeau s'est affairé à notamment lancer une nouvelle émission qui nous a permis de nous ouvrir à un équilibre des couleurs qui pouvaient passer sur TLM, en dehors des zones d'élection. Hein. Quand on est en zone électorale, là, on a une surveillance par le CSA d'un temps de parole très équilibré. Mais en dehors de ce temps, c'est presque un peu selon le bon vouloir de chacun. Voilà, donc ça, j'avais fait attention à ça. Et puis ensuite, ça fait partie. Moi, je n'avais jamais géré une entreprise dans laquelle je n'étais pas actionnaire majoritaire et je n'avais jamais géré une entreprise dont certaines décisions dépendent de l'État et où dépendent d'autres personnes que vos actionnaires ou vos clients. Et je l'avais dit avec un homme politique de premier rang sur la région, qui, au moment de la session, on a un échange téléphonique, bon, et me dit plein de choses. Et je lui dis, mais monsieur, notre conversation, elle est très, très agréable, mais vous venez de me dire que TLM appartient à tout le monde et que un peu à vous. Donc, je lui dis, mais si c'est ça, alors il faut que je partage avec vous les dettes. Bon, il a ri jaune, mais il comprenait qu'il était en train de me donner un avis finalement sur cette entreprise privée, alors qu'en réalité, il n'en était ni client ni actionnaire. Ni même peut-être qu'il l'a regardé pas tellement, on ne sait pas. Si, je pense qu'il l'a regardé. Si, sinon, je ne veux pas le citer pour pas. Voilà, non, il n'y a pas. Non, c'est un personnage fort agréable au demeurant et c'est un super homme politique. Hein. Mais c'est vrai que TLM appartenait à tout le monde, vous voyez. Et le choix de l'actionnaire BFM, il aurait presque fallu faire un sondage auprès de l'élève pour dire êtes-vous. Et s'ils avaient dit non, on aurait presque dû dire nous, actionnaires, bah, on ne le fait pas. Ce qui est incroyable. Oui, c'est assez étonnant. Bon, alors, je disais tout à l'heure, effectivement, en commençant, que vous étiez un spécialiste de ces questions de transformation digitale, de révolution numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans la vidéo, sans les web, TV, etc. Qu'est-ce que vous avez comme vision de ce que peut être ou devrait être, hein, puisque vous l'avez déjà fait en transformant TLM et en digitalisant? C'est quoi l'avenir aujourd'hui avec ces réseaux hyper puissants, dont on pourrait d'ailleurs dire que parfois ils sont un peu dangereux, mais quel avenir pour la télé, sur le web, sur la vidéo, ce genre de choses? Comment vous voyez l'évolution de ce secteur? Si vous étiez encore à même, peut-être qu'on va vous reproposer un jour la présidence d'une chaîne, qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là? Je l'accepterai pas. Et comme ça ne donnera pas d'envie à certains de m'appeler. Au lendemain de la session de TLM, j'ai eu 3 appels, en effet, soit pour de la presse écrite ou pour radio, par exemple. Pas télévision, mais. Et j'ai dit non, c'est bon. Bon, j'ai déjà tout donné, là, ça va. Je l'ai fait une fois et c'est un secteur très particulier, je vous le disais, et on pourrait trouver plein d'autres particularités de ce secteur. Donc, je préfère rester là où je suis le meilleur. Enfin, le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas là où je me sens plus à l'aise, pardon. Bon. Sur l'avenir, bon, Internet réinvente la manière de consommer, c'est une évidence. Donc, je pense que je suis plus inquiet aujourd'hui pour des médias historiques parce qu'ils auront une difficulté à se transformer vite et que la vitesse est la clé de la transformation. La clé, c'est pas la volonté des gens de vouloir se transformer. Je veux dire, un collaborateur qui est sain d'esprit comprend bien qu'en 30 ans, on ne fera pas la même chose aujourd'hui qu'en 30 ans ou qu'on le faisait il y a 30 ans. L'ORTF, c'est l'ORTF. Et Netflix, c'est Netflix. Bon. Celui qui ne comprend pas qu'il doit faire un cheminement vers Netflix, c'est sûr que c'est mort. Le problème, c'est que s'il le comprend, faut-il encore qu'il accepte de le faire très vite. Et c'est là où on peut toucher les freins que nos amis gaulois ont souvent. Hein. On a peur de tout, on est ronchon, etc. Et puis le changement en France est souvent vécu comme un danger et non pas comme une opportunité. Donc, il faut aller. Ce que vous faites, vous, votre initiative, elle est très bonne, parce que votre initiative demain peut devenir un média d'influence, peut devenir un média d'information. Je voudrais juste à l'avenir qu'on soit attentif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, je trouve, la dérive journalistique. C'est-à-dire que, pour moi, un journaliste, c'est un homme qui présente des faits. Un éditorialiste, c'est quelqu'un qui peut donner son avis. Il ne faut pas se tromper. Et un éditorialiste, c'est 1 sur 100 dans une rédaction. Un éditorialiste, il donne un avis, ok, il fait son foin-foin, etc. C'est son point de vue, ça peut être corrosif, c'est fait pour. Donc je l'accepte. Hein. En tant que citoyen, je l'accepte. En revanche, aujourd'hui, en télévision, je dis, en radio aussi, en presse écrite un peu moins, mais en télévision, c'est tellement vrai.
le journaliste devient une star. À partir du moment où il devient une star, il pense qu'il est le centre, alors que le centre, ça n'est jamais lui, c'est l'information qui est centrale. Et ensuite, c'est la personne qui regarde cette information ou le décryptage qu'on peut en faire. Voilà, ma crainte aujourd'hui, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on vous annonce un nouveau président aux USA, un 46e président, qui l'annonce. C'est pas le pouvoir qui l'annonce, c'est une chaîne de télévision. Ben ça, c'est très dangereux. Pour moi, je prends pas du tout parti. Je veux dire, je ne suis pas américain. Non, Et mais peu importe que ce soit Biden ou Trump qui soit président, puisque ça n'est pas mon pays. Donc, chacun est responsable chez soi. On a déjà bien à faire avec notre président. Donc, chacun de sien. Et juste, je suis choqué en tant que citoyen et en tant qu'ancien président d'une chaîne de télé de voir que ce sont les médias qui annoncent une élection et un président. Et c'est complètement irrespectueux de la Constitution américaine, puisque du peu que j'en connais, ce sont des grands électeurs qui vont décider de qui sera le prochain président. À ma connaissance, ils vont se réunir vers mi-décembre. Ça veut dire que jusqu'à mi-décembre, personne ne peut annoncer la victoire de personne. Et dans un pays dont on sait qu'il semblerait qu'il y ait quelques tensions sociales, je suis pas sûr que jusqu'à mi-décembre, ce soit très malin de dire à un camp t'as gagné, à l'autre t'as perdu, pour peut-être leur dire le 16 décembre, finalement, le résultat des courses, c'est l'inverse. Et là, ce serait probablement, ça fera de belles images en télé. C'est sûr que quand les gens se tapent dessus, la télévision apprécie, ça fait de l'audience. Mais mon Dieu, ça n'est pas démocratique. Voilà, donc mon point de vue, c'est que l'avenir, il est digital, mais il faut quand même que chacun garde sa raison et n'aille pas que vers l'émotion. C'est vrai que la difficulté, c'est aussi un peu évident de dire ça, mais nos réseaux sociaux ont transformé aussi la relation et à l'information et au pouvoir, et que chacun peut, ne serait-ce qu'avec un ordinateur, une caméra, prétendre à un certain nombre de choses ou être lui-même son propre média, ce qui fait que si on n'a pas un contrôle individuel, etc., ça peut nous emmener assez loin dans des dérives qui elles-mêmes peuvent aggraver la compréhension, le fonctionnement des choses. Mais c'est aussi un des aspects sur lesquels on est très attentif, c'est d'essayer, la baseline de l'immédiat, c'est s'informer, se former, s'inspirer, et autour de choses positives et surtout d'hyper-proximité. Mais il faut être soi-même attentif à ce qu'on raconte. Oui, et moi je vous dirais, votre chaîne est beaucoup regardée par des hommes ou des femmes politiques, et moi je fais bien la différence entre hommes et femmes d'État et hommes ou femmes politiques. Et la différence, et un homme d'État pour moi, c'est un maire. Le maire d'une commune est un homme d'État. Il appartient à l'État, il a une responsabilité de plusieurs milliers d'âmes, c'est important. L'homme politique, c'est un homme qui quand même a intégré dans son raisonnement des filtres qui sont, pour moi, non positifs. Le filtre du marketing, le filtre de la communication, le filtre de la réélection, etc. Aujourd'hui, en tout cas pour le pays que je connais bien, en France, je trouve qu'on a des hommes politiques ou des femmes politiques. Et il nous manque des hommes d'État ou des femmes d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui se sort de l'émotion, qui se sort de l'idéologie, qui se sort des études marketing et qui se sort de l'inquiétude de sa réélection. À partir du moment où vous enlevez ces 4 points, vous avez un homme qui va réagir en bon paysan, en bon père de famille, et qui va prendre des décisions saines, qui ne plairont pas à 100% des gens, mais qui seront sur un ton très détaché, facilement explicable et donc facilement assimilable. Voilà. Et il faut que notre pays, nos démocraties, et que les hommes et femmes qui écouteront cette vidéo, je l'espère, entendent ça et essayent de se dire, à mon niveau, si je suis maire d'une commune de 3 000 personnes ou de 30 000 ou de 300 000 personnes, eh bien, en effet, je vais m'enlever le filtre de l'idéologie, du marketing, du risque pénal ou de ma réélection. Parce que ces filtres-là font aujourd'hui les décisions que nous avons depuis 40 ans et qui amènent la France dans une situation dont on sait qu'elle est explosive. Optimal. Bon, ce sera l'occasion d'une autre émission, certainement, pour reparler de l'état de la France. Voilà, on arrive au bout de cet entretien qui a été, j'espère pas trop long, moi j'ai passé un bon moment, mais qui a un format un peu plus large que d'habitude, mais c'était vraiment très agréable de vous avoir et d'échanger ensemble. Et puis, j'espère que ça portera aussi chance à Immédiat Politique, parce que voilà, vous êtes un peu comme du coup notre parrain de loin médiatique et avec le regard que vous avez eu. Merci beaucoup d'avoir été présent, Laurent Constantin. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube Immédiat Politique. Permettez-moi je vais vous faire un clin d'œil, c'est que je ne suis pas très bon pour un ancien patron de chaîne de ne pas tenir un timing pour une vidéo. Il n'y en avait pas.
Le deuxième clin d'œil, c'est de vous féliciter pour l'initiative que vous avez et de vous remercier pour la parole que vous me donnez. Et puis en revanche, là, c'est un clin d'œil d'ancien patron de télé. Derrière le présentateur que vous êtes, il y a toujours une équipe. Et donc, je veux évidemment saluer l'équipe qui est derrière. Je crois qu'il y a Oléane. Et donc, je salue Oléane et je la remercie pour la technique qu'elle a suggérée. Oléane qui était à la réalisation aujourd'hui et qu'on salue et qu'on remercie. Merci pour elle. Merci pour votre message de soutien et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fin de journée. Longue vie à vous.